Au menu du Weekly, l'Europe veut devenir l'un des leaders mondiaux du composant électronique. On a enfin des news sur l'iPhone 15. Twitter a vu ses revenus divisés par deux et l'intelligence artificielle fait encore parler d'elle puisqu'elle va pouvoir aider des archéologues à mieux comprendre notre passé. Le Weekly Tech, c'est parti. Quand on pense aux semi-conducteurs et à tout le marché de l'électronique en général, la Chine fait vite son petit bonhomme de chemin dans notre tête. C'est le Parlement européen lui-même qui a décidé d'adopter un plan d'investissement du côté des semi-conducteurs. Grossièrement, un semi-conducteur, c'est un matériau isolant qui va pouvoir laisser passer du courant électrique sous certaines conditions. Ces semi-conducteurs permettent entre autres de faire fonctionner tous nos appareils électroniques, du smartphone à l'ordinateur, en passant par les technologies aérospatiales. Ces matériaux sont produits principalement à l'aide de minerais rares, donc très limités, et une guerre de production est en cours entre les États-Unis et la Chine depuis bien longtemps. C'est dans ce contexte que l'Europe veut ajouter son petit grain de sel en annonçant un Chips Act ou loi sur les puces en bon français. Dites-vous que de nos jours, moins de 10% de ces composants électroniques sont produits en Europe. Un chiffre très bas vu notre consommation de produits électroniques, ce qui veut dire que pour faire simple, votre ordinateur gamer, votre iPhone ou votre télé 4K dépend entièrement du bon vouloir de la Chine et des États-Unis. Le Parlement européen a acté pour créer une enveloppe de 3,3 milliards d'euros afin d'investir massivement dans l'innovation dans ce secteur. Et justement, l'innovation, c'est le maître mot de cette loi, puisque le but serait de dynamiser ce secteur en Europe, notamment en apportant un énorme soutien aux plus petites entreprises travaillant déjà dans ce domaine. Et si vous étiez à la recherche d'une PS5 entre 2020 et 2022, vous avez très certainement compris pourquoi l'Europe veut investir dans l'électronique. Le marché s'est quasiment stoppé à cause de la pandémie, ce qui veut dire que l'approvisionnement en ressources premières et en composants était totalement à la ramasse par rapport à la demande. Et même en dehors des consoles, les prix de certains produits se sont envolés, comme les smartphones, ou alors on se retrouvait dans certains cas où les produits n'étaient tout simplement plus disponibles. Le texte adopté par le Parlement européen compte bien changer cela, et même si nos ressources minières sont limitées, le but est surtout d'investir dans l'innovation, mais surtout le recyclage des produits afin de moins dépendre de ressources qui vont se faire de plus en plus rares avant de tout simplement disparaître. Bien sûr, des mesures seront prises pour aider les entreprises cherchant à innover. Le but n'est pas de produire en quantité exorbitante, comme pourraient le faire certaines compagnies américaines et chinoises. Le but reste avant tout de rendre l'Europe indépendante en termes de semi-conducteurs et donc de produits électroniques sans dépendre entièrement de la Chine. L'un des clichés, et point assez critiquable sur les smartphones récents, c'est l'autonomie ultra faiblarde de ces derniers. Pour combler ce gros défaut, Apple serait en train de développer une nouvelle méthode pour fabriquer ses batteries d'iPhone. Et si je vous disais qu'il y allait avoir un point commun entre les smartphones et les voitures électriques? Est-ce que vous me croirez? L'autonomie des smartphones, c'est devenu le nerf de la guerre depuis quelques années. Et on l'a bien vu avec les derniers modèles de chez Samsung ou même Asus, la batterie tient beaucoup mieux pendant toute une journée par rapport aux références sorties vers 2014-2015. En avril dernier, Samsung avait déjà communiqué une information selon laquelle leur prochain smartphone phare, le Galaxy S24, utilisera une nouvelle méthode pour fabriquer sa batterie. Apple s'en inspire grandement et selon le leaker RG Cloud S, on devrait même retrouver le même procédé pour l'iPhone 15. Mais alors, de quelle technologie s'agit-il? On parle ici de l'empilement des batteries, déjà bien connu pour les constructeurs de voitures électriques. Le but ici est d'empiler différents matériaux, dont l'anode et la cathode, afin de proposer des batteries capables d'emmagasiner plus d'énergie. Bien sûr, si le procédé était avant tout utilisé dans l'industrie de la voiture électrique, c'est surtout parce qu'il fallait de la place. Et désormais, cette technologie est suffisamment maîtrisée pour la miniaturiser et la faire entrer dans la coque d'un smartphone. Et depuis 2-3 ans, c'est surtout l'optimisation logicielle qui a permis à certains smartphones haut de gamme de profiter d'une meilleure autonomie. Bien sûr, les batteries en elles-mêmes sont de meilleure qualité, mais un gros changement de ce genre pourrait bien nous faire revenir à la belle époque. Vous savez, celle où votre grand frère disait « De mon temps, le Nokia 3310, il tenait 40 jours ». On n'ira peut-être pas jusque-là, mais c'est surtout une avancée majeure. Surtout qu'en plus, selon des rumeurs, Apple pourrait enfin changer le port de charge de l'iPhone pour passer à de l'USB-C. Les utilisateurs de smartphones Android et Apple pourront donc utiliser le même chargeur. D'ailleurs, comme j'ai pu le dire précédemment, ce n'est pas seulement Apple qui va profiter de ces nouvelles méthodes. Les futurs smartphones Android de grandes marques, comme Samsung par exemple, devraient tout autant en profiter. Et toujours selon les mêmes sources, Apple pourrait bien continuer de développer la technologie en proposant des batteries plus grandes pour l'iPhone 16, à la manière des smartphones Android récents. Globalement, on est sur une amélioration de l'autonomie, reste à savoir à quel point cela va évoluer. Est-ce qu'on va pouvoir utiliser notre iPhone 2 heures de plus avant de le charger, ou est-ce que ça va être une véritable révolution? Il y a déjà un peu plus d'un an, le milliardaire Elon Musk s'était déjà fait un petit plaisir de richou et s'était offert Twitter. Le réseau social aux 1,3 milliard d'inscrits était le terrain de jeu favori du milliardaire préféré des crypto-boys et de celles et ceux qui le vénèrent pour son parcours assez particulier. Après avoir mis au point XCOM en 1999, une banque en ligne qui deviendra PayPal, Tesla ou encore SpaceX, Elon Musk s'est attaqué à un autre projet qu'il ne maîtrise visiblement pas. Le 14 avril 2022, Elon Musk propose de racheter Twitter pour la coquette somme de 44 milliards de dollars après avoir acquis 9,1% de la société
quelques semaines plus tôt. Les sorties de route d'Elon Musk en a fait fuir beaucoup, notamment les annonceurs, qui financent le site vu qu'il est gratuit. Les changements majeurs et souvent stupides, comme le petit macaron Twitter Blue payant, ce qui enlève totalement l'intérêt de la chose, n'ont tout simplement pas plu aux utilisateurs, et encore moins aux utilisateurs récurrents. Twitter a perdu énormément d'utilisateurs actifs, et le nouveau modèle économique n'a pas amélioré les choses. Je parlais justement de la certification Twitter Blue payante, vous savez là la petite coche bleue à côté de votre pseudo, eh bien à la base c'était pour certifier que le tweetos en face de vous est bien celui auquel vous pensez. Mais vu que tout le monde peut l'avoir juste en payant un abonnement, la sécurité du réseau social n'est clairement plus la même. Et ça plaît pas aux annonceurs. C'est ainsi qu'on retrouve Twitter avec une baisse d'environ 50% de ses revenus publicitaires en l'espace d'un an. Bien sûr, Elon Musk savait très bien qu'il achetait le réseau social à perte, donc avec moins de rentabilité par rapport au prix à l'achat. Mais il a tout de même tenté son coup avec Twitter Blue. Les annonceurs se font très discrets, et c'est aussi dû à la modération catastrophique du réseau. En voulant rendre Twitter plus axé sur la liberté d'expression, Elon a viré de nombreux modérateurs, et aujourd'hui, vous pouvez très facilement tomber sur du contenu assez grave dans votre timeline. Twitter est clairement dans le brouillard depuis un peu plus d'un an, et Elon Musk a annoncé qu'il devrait d'abord rentabiliser son achat avant de se lancer dans de nouveaux projets pour Twitter. Mais bien sûr, avec ses nombreux investissements, Musk va clairement pas finir à la rue, mais c'est assez triste de voir que malgré toute sa bonne volonté, rien n'y fait, ça marche pas. Parmi toutes les sciences qui existent, l'une qui fascine le plus reste l'archéologie. Même si l'on a facilement l'image d'Indiana Jones ou Lara Croft en tête lorsqu'on fait référence à ce genre de métier, il faut savoir que ces scientifiques passent énormément de temps dans leur bureau à étudier des objets. On range les fouets et les guns et on sert de l'intelligence artificielle pour faire des découvertes majeures sur notre passé commun. Il y a plus de 3000 ans avant notre ère, l'écriture fait son apparition avec ce que l'on appelle le cunéiforme. Vous savez, les grosses tablettes d'argile cuites avec des petits dessins dessus. Et même si certains pensent que les scientifiques sont des puits de connaissances sans fond, malheureusement, eux aussi se confrontent à la dure réalité de la vie. Certains langages sont quasiment impossibles à traduire. Avec toutes les évolutions que la langue a connues, il est très difficile de passer de formes assez archaïques à nos langues modernes beaucoup plus riches et complexes. Mais sans ça, impossible de connaître les coutumes, les croyances et les politiques de certaines régions. Et c'est dans ce contexte que l'intelligence artificielle fait son apparition pour aider les scientifiques. Les récentes innovations et la démocratisation des outils ont permis aux archéologues, linguistes et anthropologues de travailler main dans la main avec des développeurs afin de développer une IA capable de traduire des formes écrites cunéiformes. Typiquement, on traduit difficilement l'écriture akkadienne, celle qui donna naissance à l'assyrien, le babylonien, l'araméen, avant de donner vie à certaines langues toujours utilisées aujourd'hui, comme l'hébreu par exemple. Des scientifiques et des informaticiens se sont alliés pour créer une intelligence artificielle capable de les aider à déchiffrer l'écriture cunéiforme. Et pour cela, l'équipe utilise peu ou prou la même méthode qu'avec Google Traduction, avec ce que l'on appelle un réseau neuronal. Tous les résultats et les méthodologies utilisées sont disponibles dans la revue scientifique PNAS Nexus et même via GitHub. Contrairement à une traduction de langue récente, comme par exemple le chinois vers le français, pour les écritures anciennes, il faut tout d'abord réussir à déterminer les sons phonétiques de chaque forme avant de pouvoir les traduire dans une langue moderne. Il faut donc repérer des schémas significatifs pour pouvoir faire ce que l'on appelle la translittération. L'équipe a donc développé un outil en s'aidant d'un corpus de texte déjà annoté pour aider au maximum l'IA. Parce que clairement, il faut prendre du recul par rapport à ce genre d'écriture, puisque l'on ne sait pas forcément où commence une phrase, ni comment elle se termine, ni même si le langage comporte des phrases ou juste des significations très littérales par signe. Trop peu de scientifiques sont formés à la traduction de langue ancienne, et clairement, l'IA pourrait bien changer à jamais nos méthodes de travail. Le Weekly Tech, c'est fini pour cette semaine, on se retrouve bientôt pour la suite.